Toujours en ce samedi 3 avril 2021 avec une météo qui semble très variable avec des nuages et du froid. La météo a complètement changé comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Je vais faire une vidéo qui va traiter maintenant du signal, ce qu'on appelle le signal très morse. Signal très morse. C'est un signal qu'on trouve beaucoup en électronique, en télécommunication aussi, hein. Énormément en télécommunication, mais en électronique on retrouve le très morse. Alors, de quoi il retourne? Avant de voir quoi que ce soit, je vais vous rappeler le signal échelon. Bon, je peux le dénommer, comme je vous l'ai toujours dit, par plusieurs lettres. Je peux le dénommer par plusieurs lettres, hein. Je peux l'appeler S de T pour signal, U de T ou X de T. Bon, T c'est le temps, hein. C'est une grandeur qui est variable en fonction du temps. La grandeur variable en fonction du temps, je peux l'appeler U de T. Je peux l'appeler signal de T, fonction de T, X de T, Y de T, et etc. Bon, ça peut être un signal d'entrée, un signal de sortie. Voilà, ça peut être. Le U peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, pourquoi pas, une fonction de transfert. Mais généralement, le signal que je vais mettre maintenant, qui est l'échelon, je vais l'appeler S de T. Bon, ça c'est quand on met une entrée, hein. Généralement, le S de T c'est une entrée. Alors comment va-t-il répondre? Comment il est défini? Il est défini de la façon suivante, je vais le mettre en rouge. Il semble provenir de moins l'infini. Il provient de moins l'infini. Et quand il est négatif, le signal il vaut 0. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai pour le très morse aussi. Donc S de T, T négatif. Et donc, le fait de marquer ça, ben, je peux le travailler avec les Laplace, parce que les Laplace, justement, sont définis pour des S de T, enfin, pour des S de T égale 0 pour T négatif. Donc, je peux calculer le Laplace. Enfin, on peut. Il faut voir s'il est sommable à l'intégrale, mais en tout cas, les Laplace sont définis pour des signaux valant 0 pour T inférieur à 0. Donc je peux calculer la place pour ça. Enfin, je peux tout du moins voir si la place existe. Parce que c'est pas dit qu'il existe. En tout cas, c'est déjà une première condition, c'est que S de T vaut 0 pour T négatif. Et c'est le cas ici. Et l'échelon, je l'ai étudié, donc elle fait ceci. Donc elle semble provenir de moins l'infini, le temps s'écoulant. On définit un temps t égale 0. Et la commutation, c'est même pas une commutation, hein, c'est un interrupteur, on va dire, idéal, hein. C'est un interrupteur idéal. Au temps t égale 0, l'interrupteur va se fermer qu'une seule fois. Donc là, on a un interrupteur qui est off, pas n'importe lequel, c'est un interrupteur idéal. Et là, on met qu'une seule fois en service l'interrupteur, il est on.
Donc, sur un temps infini, l'interrupteur va s'ouvrir qu'une seule fois. C'est au temps t égale 0. Enfin, il va se fermer qu'une seule fois. Et il va rester éternellement fermé. Et donc, j'avais étudié tout ceci en disant que c'était une fonction discontinue. C'est une fonction dont le domaine, son domaine, c'est R, sauf 0. En 0, il est discontinu. En 0, il est discontinu. Alors, la limite à gauche existe. Elle vaut 0. Et la limite à droite existe et vaut k. Donc la limite n'existe pas en 0. C'est normal, elle est discontinue. Elle est discontinue. Ou tout du moins, si je prends la globalité de la fonction, enfin, elle est plutôt, on va dire, continue, parce que, regardez bien, si j'écris ceci, s de t égale s de t égale k, il vaut k. Pour t plus grand ou égal à 0. Donc ça veut dire qu'ici, elle est... on a un point blanc. Ici, elle n'est pas définie ici. On a un point blanc. Ouais, donc en fait, ici, elle est bien définie pour R, dans R. Elle est définie dans R. Donc il y a une petite erreur dans une des vidéos précédentes que je vais corriger ça. Parce que j'ai fait une petite erreur apparemment. Donc elle est définie dans R et pas dans R0. Elle est bien définie dans R. Le domaine c'est R et pas R0. Je vais aller corriger ça par après. Je vais faire un erratum. Parce que je viens de remarquer que j'ai fait une petite erreur dans la vidéo précédente. Concernant l'échelon. C'est juste une... De toute façon c'est corrigé ici, c'est pas un problème. Et je mettrai l'erratum de correction. Donc le domaine c'est R, c'est bien R. Le domaine c'est R. Mais elle est discontinue si vous voulez. Donc j'irai corriger ça. Ça, c'est la fonction échelon. Ben maintenant, on sait à partir de l'échelon créer le trait morse. Alors je vous rappelle que ça, c'était fait avec un générateur idéal. Et un interrupteur idéal. Donc là, on a une force électromotrice purement constante. Et on va gérer le temps inférieur à 0, c'est quand il est T off. Donc là, on a un générateur idéal et un interrupteur idéal. Alors, ça, T off, c'est une résistance, c'est un circuit ouvert, on a une résistance purement infinie.
Ça, c'était off. Le T on, c'est une résistance égale à 0. Idéalement. Je vais prendre ça comme... Voilà. Voilà. Donc, là, on a T off à gauche. Une fois que j'enclenche l'interrupteur, ça monte directement. Bon, c'est pas possible ça, hein, je vous l'ai toujours dit. Parce que normalement, on doit avoir un temps de montée. Un temps de montée qui se fait avec une courbe. Ce qu'on appelle time rise. Donc c'est pas possible ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait là. Mais c'est comme c'est idéalisé, on n'a pas de temps de montée. On n'a pas de temps de montée. Ouais, un time rise. Un temps de montée. Mais ici, il n'y a pas ça. Parce que c'est un système idéal. Et dès le moment où je ferme l'interrupteur, instantanément, il devient T off, T on. Et il s'enclenche qu'une fois, il reste comme ça à l'infini. T on. Donc ça, c'est pour l'échelon. L'échelon, ça se passe comme ça. Alors, je vous rappelle que ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout bonnement de faire, bon, de mettre un générateur idéal composé bon, enfin, le circuit est composé d'un interrupteur idéal aussi, qui peut mettre en service une seule fois le circuit. Le circuit. Alors, la force électromotrice vaudra K, constant. Il n'y aura pas de chute de tension. La résistance ainsi idéalisée, elle est soit ouverte ou fermée, résistance infinie ou résistance égale à 0. Et donc, le fait d'avoir la commutation idéalisée, eh bien, on aura E de t égale 0. Donc c'est S de t, hein, S de t c'est E de t, pour t négatif. Ça c'est l'interrupteur qui décide voilà, de la tension qu'on va avoir, c'est l'interrupteur. Hein. S'il est T off, on aura ça. Mais si on a T on, E de t égale K. Pour t plus grand ou égal à 0. Donc ce qui veut dire qu'il va l'interrupteur idéal, il va passer de 0 volt à K. On a un temps qui est delta t égale 0. Ce qui n'est pas possible. Bien sûr, vous aurez compris que ce n'est pas possible. Parce que les interrupteurs idéaux, bien sûr, on a un temps de montée, hein, avec un coude. Je dirais même qu'il y a un coude. Quand on a un temps de montée, on a, la montée elle se fait avec un coude. Là, on a un coude. On a un coude ici et un coude là. Ça, c'est les interrupteurs, on va dire, non idéal. Mais ici, j'ai affaire à un interrupteur idéal. Bon, mais ça, c'est pour l'échelon. Ça a déjà été étudié. C'est juste que je vais faire une petite modification dans la vidéo précédente. Parce que je me suis rendu compte que je viens de faire une erreur. Le domaine, c'est R. Et bien maintenant, je vais créer le trait morse. Mais le créer à partir de l'échelon. Je vais créer le trait morse à partir de l'échelon.
Donc ceci, je vais mettre 3 petits points. 1, 2, 3. On a toujours le temps. Et le signal, en fonction du temps. Ça, c'est l'échelon. Et maintenant, je crée le trémorse. S de T. Alors, comment créer le trémorse? Bien, il suffit de le couper. Bon, quand on a ça, on a un interrupteur qui va fonctionner qu'une fois. Ça veut dire qu'il était T off. L'interrupteur ne fonctionne qu'une fois. Il était T off. On va passer à T on. Et ça nous donne ce qu'on appelle l'échelon K. Maintenant, le tout, c'est de pouvoir le faire redescendre. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire agir l'interrupteur une seconde fois. Alors, si je le fais agir une seconde fois, je fais redescendre le signal comme ceci. Je le fais redescendre. Donc, le trémorse, c'est de pouvoir le faire redescendre à 0. C'est pour pouvoir le faire redescendre à 0. Donc, cette fois-ci, l'interrupteur, il va agir, l'interrupteur idéal va le faire redescendre à 0 en agissant une seconde fois. Donc, cette fois-ci, auparavant, donc quand j'avais ceci, il était T off, T on. Donc, c'est-à-dire que l'échelon on a le générateur, l'interrupteur idéal, le E qui va fournir une force électromotrice K, et on a l'interrupteur INT. Alors pour le trémorse, pour avoir le trémorse, si je mets un oscilloscope ici, tout est idéal. Hein. Voilà. Vous mettez un oscilloscope. Qu'on appelle en anglais scope. Hein. S'il était off, l'échelon, il est à 0. T égale 0. Enfin, pour T négatif, S de T égale 0. Si S de T, enfin, S de T vaudra K, S de T égale K, si T plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'image. Et là, il y a une image. Comme ça, bon, je ne fais plus l'erreur que j'ai faite dans la vidéo précédente, je l'indique bien. On a bien une fonction, hein. On n'a qu'une seule image en t égale 0.
Et bien maintenant, donc ici pour l'échelon, l'interrupteur était toujours fermé en provenance de moins l'infini. Arrivé à un moment donné, en t égale 0, bien on met le circuit en service. Là, je mets t on. Il va monter en une fois parce que c'est un interrupteur idéal. Il monte et on laisse l'interrupteur comme ça. Donc il est passé de t on, de t off à t on et on le laisse t on. Maintenant, pour le trémorse, je vais faire le trémorse. C'est le même circuit, mais l'interrupteur va être ouvert. Il semble c'est le même circuit, hein. C'est tout à fait la même chose, c'est pas ça qui va changer. C'est l'action de l'interrupteur qui va changer. C'est l'action de l'interrupteur. Là, qu'est-ce qu'on va faire? La séquence, ça va être, il est T off en semblant provenir de l'infini. D'ailleurs, je vais mettre. La séquence, c'est, on a T off, puis T on, et puis de nouveau T off. Et puis ça va rester T off jusqu'à l'infini. Donc on aura la séquence, ça va être T off, en T égale 0, on fait T on, et puis il y a une durée T, j'appelle ça T, je fais de nouveau T off. Donc pour T inférieur à 0, on a T off. Voilà la séquence. Alors qu'avant, la séquence, pour l'échelon, la séquence était T inférieur à 0, on a T off, et puis on a T on en T égale 0, puis c'est fini. Hein. Voilà. Donc l'échelon, la séquence, elle s'arrête au deuxième point. Voilà. Ça, c'est pour l'échelon. C'est pour l'échelon. Maintenant, si vous voulez faire pour le trémorse, ben, il faut respecter une séquence en plus. C'est-à-dire qu'une séquence en plus, ben, donc T off, l'interrupteur est comme ceci. Ensuite, en T égale 0, je le mets en marche. Et puis, je coupe l'interrupteur et retombe à 0. Bien sûr, là, il y a un point de discontinuité. Et il vaudra K ici. Donc pour moi, il vaudra normalement là, le point là, il est pris. Ce qui veut dire que normalement, là, on a un deuxième point de discontinuité. Là, il serait pris ici. Et là, j'appellerais ça T. Durant T, le signal vaut K. Le signal vaut K durant T. Donc je vais le définir maintenant. Je peux le définir. Je vais mettre les axes. Là, j'ai l'axe de S de T.
Donc il vaut 0 quand t est négatif. Ensuite, il vaudra k pendant une durée t, et ensuite il vaudra 0. Voilà le trait morse. Donc, si je veux le dessiner en couleur, il semble provenir de l'infini. Il semble provenir de l'infini, ça fait 0. Ensuite, il passe directement en k, enfin une valeur k. Ensuite, de nouveau, il retombe à 0. Donc l'interrupteur agit, si vous voulez, on le ferme, on l'ouvre et on le ferme. Là, on a S de t. À l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, on a t. Alors, je vais redessiner maintenant ceci. On a un point rouge. Ici, il n'est pas défini. Hein. Il n'est pas défini là. J'ai du mal à faire ce petit cercle. Je vais faire un petit point, c'est plus facile. Hein. Bon, il n'est pas défini là. Il n'est pas défini ici. Je vous rappelle qu'une fonction ne peut pas avoir deux y. Hein. Pour un x, il ne peut pas avoir deux y. Donc il doit être défini quelque part. Et en fait, la définition, elle est là. Ça définit, le point est défini ici. Et il est défini là. Maintenant, je peux mettre la définition de la fonction S de t égale 0 pour t négatif ceci, je vais l'appeler t, c'est le temps t pour lequel il y a t, l'interrupteur est on. Je vais l'appeler t. Donc, et là, bien sûr, on a une valeur k. S de t égale à k si on a t égale t. Et de nouveau, S de t égale 0 si t. Oui, ici plutôt, si je mets en abscisse, l'intervalle il fait t, on est d'accord, mais l'abscisse ici il fera aussi t. Hein. J'ai une abscisse. Donc je peux parler en termes d'abscisse. En termes d'abscisse ou de durée. Oui, donc je vais parler en termes d'abscisse. T c'est une durée, mais c'est aussi une abscisse. Donc, ça sera K si
le temps est plus petit ou égal à t est plus grand ou égal à 0. Voilà, là j'ai défini le signal. J'ai défini le signal. Et bien sûr, si t est plus grand, strictement plus grand que t. Voilà, maintenant le signal est défini. Ça veut dire que cette fois-ci, pour le trait morse, le trait n'existe que pendant une certaine durée. Alors que l'échelon, il dure une infinité. Voilà, un temps infini. Idéalement, hein, c'est d'être. Voilà. Idéalement, il dure une infinité de temps. Donc, la durée est finie. On a une durée active finie pour le trait morse. L'interrupteur est activé qu'une certaine durée. On a une durée active finie. Et entre les deux, on a une durée infinie où le signal vaudra, où l'interrupteur ne sera pas activé. Donc dans tout le temps infini, le trait morse, il est activé que pendant une petite durée. Ou une grande durée, peu importe, en tout cas pendant une durée t. L'échelon, il est activé qu'une fois, mais l'interrupteur était ouvert indéfiniment depuis semblant provenir de moins à l'infini, et en 0 on commute. Bien sûr c'est une commutation idéale, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de raide, et puis après on aura l'interrupteur qui va rester fermé indéfiniment, à partir de 0 indéfiniment. Par contre ici, qu'est-ce qu'on fait? Le trait morse, on recommute pour refaire retomber le signal. C'est ça, c'est le trait morse. Et voilà qu'on vient de définir un nouveau signal, qui est loisible d'être utilisé en télécommunication et en électronique, bien sûr. Et en électronique. Télécom et en électronique. On a parfois besoin d'un signal comme ça. On a un signal très morse. Vous voyez que je l'ai construit à partir de l'échelon. Mais dans les calculs de la place, transformer de la place, je pourrais faire la même chose. Hein. Je partirai pour trouver le trait morse, la place du trait morse, connaissant l'échelon qui est très facile. Je ferai le calcul, je ne veux pas en parler ici pour ne pas faire des mélanges hein, de matière, mais sachez que voilà, vous connaissez l'échelon, c'est K sur P. K sur P. Le trait morse, vous allez voir ce que ça va valoir. Ça va être très facile à trouver. Je peux le trouver facilement à partir de l'échelon. Mais maintenant, regardez bien que le trait morse, bon, on peut il était depuis très longtemps défini. Hein. Ça m'a même donné un code morse. Alors si je vous fais ceci, code morse, si je vous mets 3 petits points, trois grands traits, bien on peut en faire un code, hein. On peut en faire des codes numériques avec tout ça. Bon, vous comprendrez que c'est la base de la logique numérique, hein. La base de on va dire des signaux logiques. C'est la base des signaux logiques. Parce qu'ici, j'ai pris t, une durée t, t ça peut valoir n'importe quoi. Hein. Petit, grand, moyen, on s'en fout. Mais si j'harmonise la tension K, je dis que K ne peut pas dépasser 5 volts, je vais être situé entre 0 et 5 volts, je définis voilà, le 0,1 de l'ensemble de boules. Hein. J'ai défini la logique de
les valeurs 0, 1 de la logique de Boole. Hein. 0, ce serait quoi? 0, ce serait le 0 volt. Enfin, le S de T vaut 0. Le 0 logique. 0 logique correspondrait à S de T égale 0. Et le 1 logique correspondrait au signal S de T égale K. Donc je pourrais créer, rien qu'avec une... Voilà, si je suis en tension, une tension soit 0 ou K, 0 ou K, bien sûr là il faut tenir compte des commutations, des temps de montée, tralali, tralala, et on a une zone, c'est une zone qui définira le 0,1. On a les logiques, bon les logiques, il y a beaucoup de logiques, hein. Et notamment on peut connaître les logiques CMOS et TTL, définition des logiques CMOS TTL. Il n'y a pas que celle-là, il n'y a pas que celle-là. La définition de tension au niveau des CMOS et des TTL, bon, c'est dans une zone. On est dans une zone. Voilà, et ça, c'est bon, il faut tenir compte de ça, de la zone. Mais moi, je suis en idéal ici, et en idéal, c'est ça. Moi, je suis en idéalisé. Quand je verrai le TTL, je vous dirai que on n'est plus en idéalisé, la tension de référence va d'autant en autant. Voilà. Donc, c'est la base de la logique numérique et de la logique de codage. De la logique de codage. Bon, je vous rappelle qu'il y a un certain monsieur, Guglielmo, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Marconi. Marconi, mais je ne sais pas si son prénom c'est Guglielmo. Guglielmo Marconi, qui est on va dire le pionnier euh, des télécommunications, des télégraphes. Hein. À un point tel que c'est devenu quelque chose de très puissant, hein, télégraphe. Ça donnait bien sûr les communications, les télécommunications. L'échange d'informations pouvait se faire à longue distance sans se déplacer, sans déplacer un cheval avec avec un coursier ou des bateaux pour envoyer des messages. Parce que les premiers messages, on envoyait voilà, des personnes qui travaillaient pour le compte d'un roi ou quelque chose comme ça, un émissaire. Cet émissaire, bon, arrivait avec une lettre, et il parcourait des mois et des mois pour arriver soit en bateau, si c'était pour traverser les mers, enfin s'il devait traverser les mers ou s'il devait aller à cheval avec toute une, voilà, des personnes qui étaient, on va dire, accompagnées. accompagnées. Bon, pour l'argent des guerres, il fallait bien les envoyer pour payer les soldats, il fallait bien envoyer ça quelque part. Hein. Enfin, il fallait bien faire voilà, des voyages à chevaux pour envoyer l'argent. Pour envoyer l'argent, pour envoyer la nourriture, pour envoyer, voilà, pour faire rapatrier les blessés, etc. Bon, c'est toute une logistique. Hein. La logistique n'existe pas depuis une centaine d'années, ça existe depuis des siècles et des siècles, la logistique. Hein. La logistique des guerres, pharaons, babyloniens, tralali, tralala. Les civilisations se sont développées avec, bien sûr, euh, avec la logistique et l'échange et la logistique. Hein. Bon, il n'y avait pas que des guerres, parfois ils s'échangeaient bon, des cadeaux, ils faisaient des kilomètres pour s'échanger entre rois, voilà, des compliments, etc., etc., ou le commerce, etc. Mais la télécommunication, ça a apporté beaucoup. L'histoire de la télécommunication des êtres humains, bon, un grand pan de télécommunication s'est ouvert à l'époque des télégraphes, avec Marconi. Marconi, un des pionniers donc voilà, de la télécommunication à fil. Parce que maintenant on est au sans fil. Avant il y avait le fil. Le fil a préexisté pendant longtemps. Alors vous allez me dire, ouais, mais le sans fil, mais comment est-ce qu'il faisait pour envoyer des messages? On pouvait le faire par la lumière, hein. Il n'y a pas que par des fils. Hein. On peut le faire avec des bobines.
des bobines, voilà, des bobines et un interrupteur, voilà, simulé, un circuit, voilà, qui va envoyer un son, parce que ce n'est qu'un son, un trémor, ça peut être un son, bip, voilà. Et ici, je vous ai fait SOS, c'est le SOS, je vous ai fait le SOS, qui est un signal que on ne peut pas utiliser comme on veut, hein. S, point, O, point, c'est un signal de détresse. Par exemple, le bateau, quand ils étaient en détresse, envoyait des signaux SOS. Des SOS. Bon, et Guglielmo Marconi n'a pas forcément pris ce signal-là. Il y avait le SOS, il y avait autre chose. Il avait pris ça a été à Berlin, je crois que c'est à Berlin. Ils se sont réunis, ils ont décidé que le SOS c'était ça. C'est bip, 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 bip. Voilà, c'est ça, c'est le SOS. Et ça, vous pouvez pas l'utiliser comme vous voulez, hein. Au niveau des bateaux, on peut faire des SOS avec des lampes, hein. Mais on ne peut pas s'amuser à faire ça, hein. Ça doit être uniquement en extrême urgence. Et certains bateaux étaient à la dérive, dans des contrées, je veux dire, perdues, on voyait des SOS. Des SOS. Et donc, ça a ouvert le champ aux signaux. Bien sûr, T est variable, hein. Vous pouvez faire grand, petit, moyen. Bah, si je l'avais fait petit, il s'arrêterait là, hein. On peut le faire le plus petit possible. Et à un moment donné, on a ce qu'on appelle l'impulsion. Si t tend vers 0, j'ai une impulsion, hein. J'ai un signal impulsionnel, hein. Donc on aura ceci. Donc ce t-là, ben, il peut constituer un ensemble de 0, 1. Un ensemble de trémorses. Ah, peut donner un codage. Mais pour ça, il faut délimiter ce qu'est un 1 et un 0, bien sûr, hein. Donc il faut une horloge qui va donner la cadence régulière. C'est comme en musique, hein. 1, 2, 3, 4. La cadence doit être régulière. 1, 2, 3, 4. Et une fois que j'ai cadencé ça, ben, je sais diviser. Ici, j'aurai un 1. Là, j'aurai un 0 entre 2 et 3. Entre 3 et 4, j'ai un 0. Entre 4 et 5, j'ai un 0. Et puis, par exemple, je fais remonter entre 5 et 6, j'ai un 0. Donc, en cadençant une horloge, en rythmant une horloge, je peux lire des informations si elles valent 0 ou 1. Puisque, au niveau temporel, j'ai divisé le temps pour aller récupérer si une valeur vaut 0 ou 1. J'ai une base de temps pour une base de temps qui va formaliser si le signal est défini à 1 ou à 0 par rapport à la base de temps. C'est la base de temps qui va dire, bon, là, dans mon temps que j'ai créé, ben de 2 à 3, je vois un 0. Enfin, lui, c'est pas lui qui voit, hein. C'est pas lui qui voit. Lui, il fait que une horloge ne fait que cadencer, hein. Elle envoie le signal d'horloge, hein. Elle n'envoie que le signal d'horloge. 1, 2. Lui, une horloge ne fait que cadencer. Par contre, pendant cette cadence, la logique peut répondre à des valeurs qui vous donneront 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Et là, c'est le fruit du codage. Le 1 va représenter un code, 0 un code. Enfin, maintenant, on peut coder sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits, des informations. Et c'est le début je veux dire, du codage de l'information. Le début du codage de l'information. Et le codage peut se faire, c'est fait au départ via le code Morse. Via le code Morse. Mais là, c'était via comment est-ce qu'on appelle, une bobine et un son, bien sûr. Bip, 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 bip. Voilà. C'était des codes Morse. Et on peut inventer des codes comme on veut, hein. Mais là, ça a été inventé par, je dirais, c'est pas forcément Morse qui l'a inventé. Là, c'est sujet à discussion, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais aller voir le site Wikipédia dans un instant, mais je crois pas que c'est Morse qui l'a inventé.
Voilà. Donc, mais après, ça a donné les codes numériques, hein. Bon, l'évolution, maintenant on a les codes informatiques qui sont de type, de type très morse. De type très morse. On a eu les cartes et les cartes perforées qui étaient de type très morse. Donc, au bout du compte, vous avez beau inventer ce que vous voulez comme allure de signal numérique, ils seront toujours de type très morse, 0 ou 1. C'est normal parce que c'est la logique définie par la, logique, c'est la logique booléenne qui fait intervenir des soit vrai ou pas vrai. Donc ça, une fois qu'on formalise ça sous forme de tension, voilà, une caractéristique très morse, d'office. Donc le très morse, c'est un trait fort utilisé en codage numérique, ou en codage de morse, ou en codage de ce que vous voulez. Voilà, alors je vais faire une petite lecture avant de terminer le morse. C'est un exemple, hein. Voilà, le trait morse, vous avez le A c'est bip bip, le B c'est bip 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 bip, le C c'est bip 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 bip, voilà, le D c'est bip bip bip, le E c'est bip, le F c'est bip 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 bip, le G c'est bip bip bip, le H c'est bip 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 bip, enfin 4 fois, bip 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 bip, le I c'est bip bip, le J c'est bip 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 bip, voilà, vous voyez qu'il y a des, c'est plus long. Et tout ça, on peut coder, hein. Je peux refaire un codage numérique avec ça, hein. Vous avez le codage, il est là. Le J, chaque son est interprété par... enfin, chaque son, chaque lettre est interprétée par une définition du son. On définit un son. Alors le S, je viens de vous dire, c'est bip bip bip. Voilà. 3 fois, pas 4 fois, parce que si vous faites 4 fois, vous avez H. Alors, le O, c'est bip bip bip. Voilà. Donc ce qui veut dire que SOS, ça sera bip 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 bip. Voilà, ça sera ça. Ce sera exactement ça. Voilà, et ainsi de suite. Alors on a des valeurs, hein. Maintenant on peut tout coder si vous voulez. Ça c'était le code international qui provient, voilà, d'une réunion qu'ils ont faite. Ils ont adopté le code Morse. Alors je vais vous lire. Ce code est souvent attribué à Samuel Morse. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Cependant, plusieurs contestent cette primauté et tentent d'attribuer la paternité du langage à son assistant Alfred Vail. Alfred Lewis Vail est un machiniste et inventeur américain. Vail a été un personnage clé avec Samuel Morse dans le développement et la commercialisation du télégraphe à partir de 1837. Bon, 1837, c'est bien longtemps après Marconi, hein. Marconi, bon, c'est le pionnier, je vous le dis tout de suite, hein. En 1832, inventé en 1832 pour la télégraphie, ce codage de caractères assigne à chaque lettre, chiffre et signe, de ponctuation, une combinaison unique de signes intermittents. Le code Morse est considéré comme le précurseur des communications numériques. Je viens de vous le dire. Voilà. Bon, une fois qu'on a inventé le code Morse, on n'est pas très loin du numérique, hein. La personne a compris qu'elle pouvait coder, euh, voilà, coder au travers d'un trait Morse. Voilà, d'un trait Morse. Donc, si vous avez le trait Morse, vous pouvez coder le numérique, il n'y a pas de problème. Le Morse est principalement utilisé par les militaires comme moyen de transmission, souvent chiffré. Voilà. Bon. Ben maintenant, certains, pendant les guerres, il y avait des gens qui déchiffraient ce que les Alliés essayaient de chiffrer. Il y avait des gens constamment, je veux dire, voilà, en train de déchiffrer ce que l'adversaire chiffrait. Donc, pendant qu'il y en a qui certains codaient, d'autres tentaient de décoder. Et ainsi, bon, on pouvait savoir quand est-ce qu'ils pouvaient attaquer un lieu, quand est-ce qu'ils pouvaient, les mouvements de troupes, comment est-ce qu'ils pouvaient se faire, s'il y avait des ravitaillements à faire, quand est-ce qu'ils seraient ravitaillés et où allaient avoir les zones de, je veux dire, les zones de débarquement ou tralali tralala. Bon, on essaie de décoder ce que l'adversaire essaie de coder. Bon, voilà, et donc décoder par exemple les avions quand ils allaient bombarder un site à un lieu, ou quand est-ce qu'ils allaient... Parce que se faire attaquer, c'était... quand on subissait une agression, c'est de savoir quand est-ce que l'agression allait avoir lieu, et quand, comment, avec combien d'avions, etc., etc. Donc c'était de décoder tout ça.
Il y avait des plans qui étaient tout faits. Faire des attaques, c'est des plans d'attaque, bien sûr, hein. Il y avait des plans d'attaque. Et donc après, toutes les télécommunications, il fallait informer tous voilà, tous les soldats qui étaient dans les lieux, les aéroports, les bateaux. Il fallait échanger, puisqu'ils étaient à certains lieux, il fallait échanger des informations pour les porter à distance sans envoyer quelqu'un forcément via une voiture, un cheval ou voilà, parce que fut un temps, euh, il se déplaçait en cheval pour envoyer des informations à un émissaire. Enfin, via un émissaire, l'envoyer à une personne, un roi ou un prince, peu importe. Puis, il y a eu le bateau, il fallait transporter des messages par bateau, des vivres, des messages, etc. Parce qu'on transporte dans une logistique, on ne transportait pas que des vivres et de la marchandise, hein. On pouvait transporter voilà, des messages. Les messages étaient transportés par bateau. Et puis, les messages ont été transportés par télégraphie. Et maintenant, par voilà, ce qui tient lieu euh, voilà, d'informatisation. Avec tout ce qui est réseau de télécommunication, notamment par le réseau Internet. Intern- International Network, réseau international. C'est un réseau de télécommunication, bien sûr, avec tout ce qu'il y a derrière, les télécommunications, c'est-à-dire via des modulateurs, des routeurs, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc le Morse est principalement utilisé par les militaires comme moyen de transmission, souvent chiffré, ainsi que dans le civil pour certaines émissions à caractère automatique, radio-balises en aviation, indicatifs d'appel des stations maritimes, des émetteurs internationaux horloges atomiques, ou bien encore pour la signalisation maritime par certains transpondeurs, radars à feu dits à lettre Morse par exemple, la lettre A transmise par un tel feu sous la forme point barre signifie eau, eau sainte. Bon, ils avaient leur codage. En maritime, ils ont leur codage. Eau sainte, c'est point barre. Bip, bip, eau sainte. Bon, il existe aussi des drapeaux aussi, hein. En navigation fluviale, il y a des drapeaux qui permettent, voilà, qui permettent aussi d'échanger des informations. Il y a les panneaux. Qu'est-ce qui est symbole avec signifiant signifié? Enfin, qu'est-ce qui est signifiant signifié? Ça dépend le support. Ça peut être des plaques, ça peut être des drapeaux, ça peut être un moyen de télécommunication. Et là, le trémor c'en était un. Donc, on pouvait transposer des règles par l'entremise des codes Morse. Il ne va pas agir, le trémorse ne va pas être employé uniquement que pour les lettres, les accents graves, les accents aigus, les points-virgules, les virgules, etc. Non, il peut utiliser comme règle, notamment pour la navigation maritime, par exemple, ou voir échange de messages avec l'aviation. Alors, le morse est également pratiqué par des amateurs comme de nombreux radioamateurs, des scouts, hein, pour faire un SOS d'un scout, bon, bip, 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 avec une lampe de poche, vous l'aurez compris, hein. Il le fera avec une lampe de poche. Là, ce sera un signal non plus sonore, mais un signal lumineux. Il va allumer trois fois sa lampe de poche, avec un bouton, il y a un bouton d'ailleurs, il y a un bouton pour faire le morse, hein. Il y avait un bouton allumé, fermé, mais il y avait un bouton qui servait au morse. Un petit bouton, voilà, qui est beaucoup plus rapide que le bouton. Il y a un bouton d'allumage et un bouton qui servait au morse. Voilà. Donc les scouts pouvaient utiliser en cas de détresse. Voilà. Mais on ne peut pas utiliser le trémorse pour faire ce qu'on veut, hein, parce que c'est, c'est pas pour s'amuser le trémorse, hein. Alors les plongeurs ou des alpinistes, morse lumineux. Bon, je vous rappelle déjà que les Indiens, quand ils avaient leur code, hein, avec les fumées. Voilà, avec les fumées, on peut faire aussi des codes, hein. Des codes disaient que, bon, avec des fumées, en agitant de la fumée
on pouvait, avec, pour on va dire des partenaires qui étaient éloignés, voir la fumée signifier qu'il y avait peut-être des troupes dans les environs, que tout était calme, qu'il fallait faire attention à des animaux, euh, je- qu'il y avait des personnes qui étaient envoyées, qui allaient arriver. Bah, voilà, avec les fumées, on peut manipuler les fumées d'une certaine façon pour faire transparaître un message, hein. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, ça peut être fait par des joueurs pour résoudre des énigmes, hein. Bon, on peut s'amuser là-dessus. Ainsi que, bon, il y a des spécialistes pour résoudre des énigmes, je vous le dis tout de suite, hein. Il y a des spécialistes qui s'amusent à ça. Et puis il y en a qui trouvent après des années, il y en a qui trouvent tout de suite, hein. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils ont trouvé, alors qu'il y en a qui ont cherché pendant des années. Des énigmes, voilà, à code. Ainsi que comme sonnerie par défaut de réception de messages pour les téléphones portables de marque Nokia, SMS en morse. Alors, je vais vous laisser lire la suite. Le code morse peut être transporté via un signal radio permanent que l'on allume et éteint. Onde continue, généralement abrégé en CW, pour Continuous Wave en anglais. Donc le code morse peut être transporté via un signal radio ou une impulsion électrique à travers un câble télégraphique. De nos jours, remplacé par d'autres moyens de communication numérique ou encore un signal visuel flash lumineux, l'idée qui préside à l'élaboration du code morse est de coder des caractères fréquents avec peu de signaux et de coder en revanche sur des séquences plus longues les caractères qui reviennent plus rarement. Par exemple, le E, lettre très fréquente, est codée par un simple point. Bip, parce que c'est utilisé fréquemment. Ils ont pensé tout ça, hein. On ne va pas mettre un E, quelque chose de difficile alors que le E revient souvent. Voilà. Le plus bref de tous les signes, c'est E. Les 25 autres lettres sont toutes codées sur 4 signaux au maximum. Les chiffres sur 5 signaux. Les séquences plus longues correspondent à des symboles les plus rares, signes de ponctuation, symboles et caractères spéciaux. Parallèlement au code Morse, des abréviations commerciales plus élaborées ont été créées contenant des phrases complètes en un seul mot, groupe de 5 lettres. Par exemple, Bioxo, Diwi et Aiulu, qui signifie, il y en a un, c'est essayer de vous dérober, ça revient souvent, hein. Le Bioxo, c'est essayer de vous dérober, ça revient assez souvent. Donc en 5 lettres, ils ont fait essayer de vous dérober. En cinq lettres, ils ont fait Liui, qui veut dire pourquoi vous ne répondez pas à la question. Il a posé une question, il répond pas, il fait Liui, avec le code Morse. Bon, le code Morse, il va représenter 5 lettres là. Ailu, confus réitéré plus calmement. C'est un petit peu comme, on va dire, il existe différents codes de codage, hein. Déjà, les langues étrangères sont des codages. Toute langue étrangère, quand je dis étrangère, c'est par rapport au. Bon, je parle français, donc tout ce qui est langue étrangère, ce qui n'est pas français pour moi. Donc, tout ce qui est langue étrangère est un codage. Tout ce qui est langage de signes est un codage. Tout ce qui est, comment ça s'appelle ça, le braille, c'est un codage. Le tout, c'est pour la compréhension, hein, c'est de se faire comprendre. C'est de comprendre le monde extérieur et de se faire comprendre. Et d'envoyer des messages par l'échange. L'intention de ces codes était d'optimiser le coût des transmissions sur les câbles. Les amateurs utilisent toujours certains codes appelés le code Q et code Z. Ça, c'est les radios amateurs, hein. C'est un forme de morse. La CP131, Telegram. La CP131. Un ensemble de codes de 3 lettres, au sens bien précis, utilisé par les opérateurs radio. Il a été développé en 1912 afin de faciliter les communications à cette époque, essentiellement en morse. La CP100, le code Q. Donc il a en 3 le code Q, c'est la CP131, Light Communication Publication 131. C'est la publication des communications alliées
numéro 131. Donc c'est un code de 3 lettres, au sens bien précis. Utilisé par les opérateurs radio, il a été développé en 1912 afin de faciliter les communications à cette époque essentiellement en morse. Entre les opérateurs en mer de différentes nationalités, il possède au moins 3 avantages: accélération des transmissions, indépendance de la langue, amélioration de la sécurité. Tous les codes du code Q sont composés de 3 lettres, dont la première est toujours Q, comme question. Pour éviter toute confusion, il a été décidé lors de la conférence internationale radiotélégraphique de Londres en 1912 de ne pas distribuer d'indicatifs contenant la lettre Q aux stations émettrices. QAB, quelle est votre destination? QDM, quel est mon relèvement magnétique? QDR, sous quel relèvement magnétique suis-je? QFE, quelle est la pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome? QFF, quelle est la pression atmosphérique réduite au niveau moyen de la mer? QFU, quelle est la direction magnétique de la piste en service? QNH, quelle est la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer selon les conditions de l'atmosphère standard en hectopascal? QOA, pouvez-vous communiquer en radiotélégraphie morse sur la fréquence 500 kHz? Bon, il y a deux types de fréquences, hein. Ici, c'est le 500 kg. QOB, pouvez-vous communiquer en radiotéléphonie sur la fréquence 2182 kHz? QOC, pouvez-vous communiquer en radiotéléphonie sur la fréquence 156,8? Voilà, ils mettent des bandes de fréquences de télécommunication, hein. QOD, pouvez-vous communiquer avec moi en 3 petits points, une fréquence donnée? On choisit sa fréquence, ils peuvent choisir leur fréquence de télécommunication, mais il faut qu'ils se mettent en harmonie des fréquences. Si l'un utilise la fréquence, l'autre doit être en même fréquence pour pouvoir communiquer. Quel est le nom de votre station? QRA, etc. Ça, c'est le code Q. Il y avait le code Z aussi. Il constitue l'ACP131 aussi. C'est un ensemble de codes utilisés pour les communications radio en morse ou en radio télétype. En réalité, il existe différentes sortes de codes Z. La société Câble et Wireless a développé des codes Z pour les communications commerciales aux premières heures des télécommunications. Indépendamment, l'OTAN a développé des codes Z pour des besoins militaires. Il existe d'autres codes Z utilisés par l'armée soviétique et d'autres organisations. Alors, ZAL, modifiez votre longueur d'onde. ZAP, confirmez s'il vous plaît. ZBK, recevez-vous clairement mon émission. ZBK1, je reçois correctement votre émission. ZBK2, je reçois votre émission brouillée. Voilà, et ainsi de suite. ZSF, transmettez plus rapidement. Send faster. Voilà, donc services maritimes, services commerciaux, services militaires, services de ce que vous voulez. Alors, les premières liaisons télégraphiques sans fil utilisant le code Morse datent du début du XXe siècle. En 1903, la conférence de Berlin attribue la longueur d'onde de 600 mètres, 500 kHz au trafic en radiotélégraphie Morse en mer et officialise en 1906 le signal SOS comme appel de détresse jusqu'en 1987. Plusieurs conférences mondiales de télécommunications définissent les bandes à utiliser pour les en télégraphie Morse. Voilà, et je vous laisse lire la suite. Par contre, je vais vous mettre un exemple de Morse. Je vais mettre... Ça, c'est un générateur de messages. Voilà. C'est un manipulateur. Via un manipulateur. Alors, les temps d'encodage sont là. Table d'encodage. Vous pouvez en écouter un. Je prends le C. Voilà, ça c'est le C. Bon, je vais faire un SOS. Il faut d'abord faire le S.
Bon, ça c'est la ponctuation. Il y a les chiffres. Il y a les caractères spéciaux là. Le S, il faut que je le trouve. Il est là. Ah, ça c'est le S. Bip, bip, bip. Attends, je vais faire le O. Voilà, suivi bien sûr d'un autre S. Ça doit aller vite tout ça. Hein. Bon, si je le fais, c'est parce que je dois chercher à chaque fois les lettres, mais bon, ça doit aller vite. Voilà, et je fais le dernier. Voilà, j'ai fait bip 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 bip. Voilà. Je vous remercie.